Pour plus d'informations au sujet de cette édition ou de tout autre programme du CCA, consultez le site cca.qc.ca. Close Encounters, Herzog et de Meuron en collaboration avec les artistes, présenté par le commissaire de l'exposition lui-même, Philippe Hirschsprung. Philip Hirschsprung is indeed the guest curator for Herzog and de Meuron Archaeology of the Mind, and is currently the Science Foundation Professor for Art History in the Department of Architecture at the Swiss Federal Institute of Technology, Zurich. Educated at the University of Geneva and the Freie Universität Berlin, from which he received his PhD in 1993, he has taught at the Art History Department of the University of Geneva, collaborated with Kurt Forster at the Institute for History and Theory of Architecture at ETH Zurich, and was a visiting professor of art history at the Hochschule der Kunst Berlin. Philip has published widely on contemporary art, most notably on the ideas of happenings, land art, minimalism, and video. He was co-curator of the 1999 exhibition White Fire Flying Man at the Kunstmuseum in Basel, and, perhaps most importantly, it should be mentioned, editor of the book, co-published by Lars Müller and the CCA, Herzog and de Meuron Natural History. Ce soir, Philippe Hirschsprung nous présentera la collaboration entre les architectes Herzog et de Meuron et les artistes. Cette présentation marque le début d'une série de conférences préoccupées par cette idée fascinante de la frontière incertaine entre l'art et l'architecture. À la fin de sa présentation, nous aurons, comme d'habitude, une brève période de questions et je vous invite tous à poser vos questions soit en anglais, soit en français. Alors, il me fait grand plaisir d'inviter Philippe Hirschsprung de nous présenter Close Encounters. Philippe? C'est un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir parler ici, comme c'est un très grand plaisir de pouvoir travailler ici sur cette exposition avec cette magnifique équipe et de ses collègues du CCA. Alors je vais parler de Close Encounters, Herzog et de Meuron en collaboration avec des artistes. Le film Close Encounters of the Third Kind de Steven Spielberg de 1977 a pour thème la prise de contact entre des extraterrestres et des êtres humains. Dans la terminologie des ufologues, troisième type veut dire que l'on a réellement vu des extraterrestres. Le public peut suivre l'histoire à travers le héros Spielbergien par excellence, joué par Richard Dreyfuss, le 68ard frustré. Derrière son regard muet et résigné, on perçoit cependant l'étincelle du pionnier américain qui n'attend que la bonne occasion pour être réactivé et pour se transformer en feu sacré. Les extraterrestres contactent notre héros par télépathie. Ils le conduisent ainsi au lieu choisi pour la rencontre, le Devil's Tower, dans le Wyoming, un ancien volcan situé au milieu d'un vaste terrain plat. Comme toujours dans les films de Spielberg, l'État est omniprésent. En vue de cet événement, l'armée a clôturé le site. On a créé une piste d'atterrissage, improvisé des laboratoires, organisé l'éclairage et même édifié une tribune pour les VIP. Partout, il y a des ufologues, des soldats, des scientifiques et des fonctionnaires. Le chef de l'opération est un linguiste, joué par François Truffaut. Au centre se trouve une machine de communication. Il s'agit d'un écran son et lumière qui est rattaché à un synthétiseur. D'après le scénario de Spielberg, il s'agit du Moog Synthesizer le plus avancé du monde. Il a été emprunté à Stevie Wonder et légèrement modifié par l'armée américaine. En compagnie de sa partenaire, le héros franchit tous les barrages. Il peut ainsi être le témoin de la rencontre du troisième type. La navette mère s'approche. La technologie des extraterrestres est bien évidemment supérieure à celle des habitants de la Terre. L'architecture de la navette spatiale rappelle cependant celle d'une discothèque. Un jeune technicien, d'après le scénario, il ressemble un peu à William Shakespeare, commande le double clavier du synthétiseur.
Il joue quelques notes de musique pour entrer en contact avec les extraterrestres. Après un long silence, la navette répond. Elle imite d'abord le morceau, puis en propose un nouveau. Le jeune technicien répond sur le même mode. Cette communication musicale bientôt s'accélère et se complique tellement que le jeune homme n'arrive plus à suivre. L'ordinateur prend alors la relève. Les touches de son clavier s'actionnent de manière autonome. Ni le héros, ni le technicien, ni les spectateurs dans la salle de cinéma ne comprennent un seul mot de cette étrange conversation entre le synthétiseur et les extraterrestres. La communication synesthétique reste totalement mystérieuse. Cela n'a pas d'importance puisque cet échange de signes est enregistré sur des bandes magnétiques. La fonction du message n'est donc plus ici d'être compris, mais d'être conservé. Ce nouveau sens donné au message, il ne transmet plus rien, il est traité comme une donnée que l'on stocke, est renforcé par la fin du film. Celui-ci se termine pratiquement au moment où des bandes magnétiques se mettent en marche. Bien sûr, la porte de la navette s'ouvre sur une lumière éblouissante dans laquelle on distingue des extraterrestres anémiques. Ceux-ci sont accompagnés du petit garçon qui avait disparu au début du film, ainsi que de quelques pilotes de la Deuxième Guerre mondiale disparus mystérieusement. Le héros, ému jusqu'aux larmes, entre alors dans la navette spatiale, etc. Mais le point culminant du film, c'est le moment où la communication est établie. Les spectateurs peuvent se réjouir de cette scène précisément parce que le message reste incompréhensible et brouillé. Les films que Spielberg réalise depuis les années 70 peuvent être lus comme des commentaires ironiques sur la théorie des médias dominants de l'époque, en l'occurrence celle de Marshall McLuhan. Dans son livre Pour comprendre les médias, publié en 1964, McLuhan avait dit ceci: « Le message, c'est le médium. » Les médias techniques deviennent ainsi autosuffisants. Cette théorie mécaniste correspond à l'euphorie du progrès et à la technophilie des années 60. Elle fait aussi écho à l'art prôné par un modernisme tardif, un art dont la raison d'être réside principalement dans la réflexion de ses propres médias. Bien que McLuhan ait une vision très mécanique du monde, sa vision reste cependant anthropomorphe. Il voit dans les médias des extensions des organes humains, comme le souligne le sous-titre de son ouvrage, les prolongements technologiques de l'homme. L'univers de Spielberg, par contre, n'est pas du tout anthropomorphe. Il est au contraire basé sur la contingence, la fiction. Spielberg part de l'idée que le médium n'est pas le message. Ses films traitent du mystère de la communication. Celle-ci est toujours vécue comme problématique. Le fait que les interlocuteurs proviennent d'univers différents, comme dans Duel 1970, où un agent de commerce tente de dialoguer avec un camion de pétrole, accentue cette difficulté. Le dialogue est aussi difficile comme dans Jaws, entre des touristes innocents et un monstre marin, ou dans E.T., entre un pauvre petit extraterrestre oublié sur Terre et sa famille, ou encore dans Jurassic Park, entre des promoteurs d'un parc touristique et des dinosaures clonés. À l'inverse de McLuhan, Spielberg ne considère pas la communication comme une chose allant de soi, elle est au contraire un mystère. Cela la rend fragile et précieuse et explique pourquoi l'on se bat pour elle comme pour une ressource chère, comme dans le film Indiana Jones. Si j'insiste autant sur les films de Spielberg, c'est parce que selon moi, ils illustrent parfaitement sur un mode populaire le scepticisme des années 70 vis-à-vis de la communication. On ne croit plus comme Saussure qu'un message peut être transmis dans son intégralité sans perte de sens. En critiquant l'idéologie mécaniste, l'œuvre de Spielberg correspond à celle de théoriciens comme Gilles Deleuze, Félix Guattari, Henri Lefebvre et autres. Cette attitude critique face à la communication s'est tellement répandue que l'on a
qu'elle a suscité ce commentaire ironique de l'ancien président américain Bill Clinton lors des résultats troublés des dernières élections présidentielles il y a 2 ans. Je cite, « Le peuple américain a parlé. Il s'agit maintenant de découvrir ce qu'il voulait dire. » Il est cependant étonnant de constater que McLuhan ait pu conserver sa position aussi longtemps au sein de la discussion de l'art et de l'architecture. La réflexion sur l'art semble se limiter aux définitions plutôt qu'aux fonctions. Elle s'intéresse à la nature et à l'essence de l'art et de l'architecture plutôt qu'à leur lieu. En posant sans cesse la question « qu'est-ce que l'art » ou qu'est-ce que l'architecture, on sous-entend que l'art et l'architecture ont un sens donné a priori et qu'il suffit de creuser suffisamment longtemps pour le découvrir. En suivant cette logique, il devient alors possible de mettre en rapport l'art et l'architecture, de rendre ce rapport transparent. Cette idéologie imagine qu'on peut circuler librement entre les domaines de l'art et de l'architecture comme on se déplace entre 2 salles d'un bâtiment. Elle croit qu'un dialogue entre art et architecture est possible et que l'on peut traduire leur langage respectif sans friction. Cette conception d'art rappelle celle de l'époque baroque. À cette époque, les artistes travaillaient sous la tutelle des architectes. Cette hiérarchie sera remise en question après l'effondrement de l'Ancien Régime. L'art et l'architecture suivent alors des chemins différents. L'idée de les réunir à nouveau sous forme d'œuvres d'art totales relève de la nostalgie ou de l'utopie. Cette idée fut cependant reprise à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, et ce fut particulièrement le cas en Allemagne dans l'école du Bauhaus, où sous une pression politique de plus en plus forte, on tenta à nouveau de réunir les arts sous l'autorité de l'architecture. Ce rêve sera repris dans les années 60 par l'art minimal américain. Les protagonistes de l'art minimal, Donald Judd et Richard Serra, tentent de défendre le système de valeurs modernistes en créant des objets qui se situent à cheval entre l'architecture et la sculpture. Ces objets peuvent être lus, si l'on veut, comme des monuments pour une cohérence perdue. Il est compréhensible que beaucoup d'architectes se réfèrent au Bauhaus, considéré comme l'âge d'or de la modernité. Il est aussi compréhensible que l'art minimal des années 60 soit instrumentalisé comme le fondement d'un langage formel qui promet une longévité et une autorité. L'historisation du modernisme pose plus de problèmes dans le domaine de l'architecture que dans celui de l'histoire de l'art. Alors que le terme postmoderne désignait pour les architectes un style d'architecture apparu dans les années 70, il est pour les historiens d'art synonyme d'un changement culturel qui, selon certains historiens, ne s'est pas encore achevé. Celui qui prône aujourd'hui l'unité des arts ignore délibérément l'histoire. Il néglige aussi le fossé qui sépare l'art de l'architecture. Ces 2 disciplines suivent des logiques différentes. Elles ne sont d'ailleurs plus enseignées ensemble. Les artistes et les architectes ne lisent plus les mêmes journaux et leurs salaires sont nettement différents. Les délimitations institutionnelles entre les 2 champs ne sont point ouvertes. Cela apparaît clairement dans les éternels débats sur les rapports entre l'art et l'architecture au sein d'un bâtiment. Certains considèrent cette association comme, je cite, du rouge à lèvres sur un gorille. La citation est de Norman Foster. Le dialogue entre l'art et l'architecture ressemble donc au dialogue entre les extraterrestres et les êtres humains du film de Spielberg que j'ai cité au début de ma conférence. S'il y a communication, elle est incompréhensible. Ceci n'est pas une raison de les séparer, il faut seulement être prudent quand on parle de dialogue entre art et architecture. Si je me suis attardé sur cette problématique, c'est parce que les partisans d'une réunification de l'art et de l'architecture citent trop souvent le travail de Herzog et de Meuron comme preuve de la réussite de cette collaboration. Les liens qui unissent ces architectes à l'art sont en effet nombreux, que ce soit dans leur travail ou dans leurs relations.
Depuis les années 80, en effet, Herzog et de Meuron s'efforcent de démontrer que l'enveloppe extérieure d'un bâtiment fonctionne comme une image indépendamment de la structure porteuse. Elle est, comme le dit Jacques Herzog, véritablement imprégnée d'images. Certaines de leurs réalisations ont été conçues en étroite collaboration avec des artistes et portent parfois des titres qui conviendraient aussi à des œuvres d'art comme Maison bleue, Maison de pierre sèche, etc. À l'exemple de Paul Klee ou de Gerhard Richter, par exemple, Herzog et de Meuron numérotent leurs projets. Notre exposition, par exemple, porte le numéro 183 dans leur liste chronologique d'œuvres. De plus, beaucoup de leurs commanditaires appartiennent au monde de l'art. Herzog et de Meuron ont ainsi construit pour des collectionneurs comme Grote à Duisburg en Allemagne, pour Fröhlich, ici un projet pour sa maison à Stuttgart, pour Goetz, ici le musée Goetz à Munich, ou encore pour la famille Kramlich en Californie. Cette famille possède une des collections les plus importantes d'art vidéo du monde. Herzog et de Meuron ont aussi bâti pour des musées de renommée internationale comme le Tate Modern à Londres, le Walker Art Center à Minneapolis, ou bien le The Young Museum de San Francisco, ou le Schaulager à Bâle, tous des projets qui vont bientôt ouvrir. Enfin, il faut rappeler que de 1979 à 1986, à une époque où l'agence attirait peu de commandes, Jacques Herzog menait parallèlement une carrière d'artiste. J'ai très peu d'exemples de cette période ici, des photos sur bitume du début des années 80 que Herzog exposait dans des galeries de grande renommée comme la Stampa Galerie à Bâle, ou ici une installation en forme de petite maison accrochée au mur dans cette même galerie à Bâle. Dans l'exposition, vous verrez deux vidéos de Herzog, dont l'un porte le nom de Sing Song, qui seront présentés ici pour la première fois dans un musée sur des petits écrans. Si les partisans d'une unification des arts trouvent dans les exemples que je viens de citer donc de nombreux arguments en faveur de leur thèse, il est aussi possible de considérer le travail de Herzog et de Meuron comme antithèse. Depuis longtemps, en effet, Jacques Herzog ne revendique plus sa place comme artiste, car il estime, je cite, impossible de faire en même temps de l'art et de l'architecture. Et pour lui, la nécessité de s'exprimer en dehors de l'architecture a complètement disparu. Herzog et de Meuron trouvent absurde de transposer en architecture une vision d'art, ici juste une impression de leur agence à Bâle où travaillent actuellement 164 collaborateurs. Ils soulignent explicitement que leur architecture n'est pas de l'art et qu'ils ont opté pour l'autonomie des genres. Je cite, « L'architecture est liée à beaucoup de choses, elle contient de nombreux aspects et il existe sans doute une architecture qui se rapproche des beaux-arts parce que tel est son caractère spécifique. Aujourd'hui, chacun est livré à lui-même et doit redéfinir chaque jour ses valeurs fondamentales. C'est un point de départ commun avec les beaux-arts, mais on ne peut pourtant pas en conclure que l'architecture est de l'art. » Fin de citation. Malgré tout, Herzog et de Meuron ont toujours revendiqué leur proximité au monde de l'art et la création de leur agence relève, si l'on veut, du mythe fondateur de l'artiste Joseph Beuys. Là, vous verrez aussi dans l'exposition quelques documents. Juste pour vous rappeler ce mythe qui est traité et réécrit dans tous les catalogues. En 1977, le musée de beaux-arts de Bâle fait l'acquisition de l'installation Feuerstätte I de Joseph Beuys, ce qui déclenche une polémique dans l'opinion publique. Jacques Herzog et Pierre de Meuron, dont l'agence n'existe pas encore, proposent en tant que membre d'une association de carnaval d'inviter Beuys à réaliser un projet.
Il décide alors d'habiller les membres du cortège de carnaval avec des costumes en feutre et de leur distribuer des reproductions d'éléments en cuivre et en fer de Feuerstätte I. Beuys lui-même participera au cortège de 78 et les costumes en feutre seront ensuite réutilisés pour réaliser l'installation Feuerstätte II au musée de Bâle. Un de ces costumes sera aussi dans notre exposition, ainsi que les reliques des masques qui étaient portés par les architectes et leurs amis à l'époque. Les parallèles entre l'œuvre de Beuys et l'architecture de Herzog et de Meuron sont évidents. L'inventaire des matériaux utilisés par Beuys pour suggérer le sens sans le fixer précisément, par exemple le cuivre comme conducteur d'énergie. Ici, une des œuvres majeures des architectes en Suisse, qui est un bâtiment qui est entouré d'une espèce de cage de cuivre. Des autres matériaux comme le feutre et la graisse comme récupérateur de chaleur, la gélatine comme tampon, etc., trouvent leur équivalent dans les matériaux dont se servent les architectes, comme le papier bitumé, le contreplaqué, l'or ou la feuille de cuivre, ou encore le feutre que vous verrez dans l'exposition formant le couloir d'entrée, qui est une allusion évidente au monde formel de Beuys. Les thèmes chers à Beuys, comme l'accumulation et la transformation, traversent toute leur œuvre comme un fil conducteur. La référence à Beuys, avec ce qu'elle implique de symboles et d'allégories, a permis à ces jeunes architectes de s'affranchir de l'héritage formaliste de l'architecture moderne. Et comme pour beaucoup de gens nés autour de 1950, les deux architectes sont tous les deux nés en 1950 et ont fait toutes leurs études ensemble. Beuys, qui transformait en art tout ce qu'il touchait, représente la renaissance de la culture européenne. Il sublime le sentiment vécu par beaucoup comme un traumatisme que l'américanisation, accompagnant le plan Marshall, menaçait l'autonomie de la culture allemande, déjà corrompue pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi presque tous les artistes de la génération d'Herzog et de Meuron se réfèrent à Beuys, notamment dans les pays germanophones, et Bâle est encore aujourd'hui l'un des centres de culte, si l'on veut, de cet artiste. En même temps, les architectes disent aussi que Beuys, pour eux, est de l'histoire et qu'ils n'ont pas les mêmes références, pas la même importance dans l'œuvre de Beuys aujourd'hui que ce que ça leur a apporté dans les fins des années 70. Depuis que l'architecture a admis l'art minimal comme paradigme formel dans les années 90, la problématique de la relation entre l'art et l'architecture s'est recentrée sur ce mouvement. Là encore, on dispose d'une anecdote. En 1975, le musée de Bâle achète 6 cold rolled steel boxes de Don Judd. Cette sculpture de Judd inspire Rémi Zaug, son livre La ruse de l'innocence, paru en 1982. Herzog et de Meuron apprécient ce livre pour ses réflexions sur la perception et sur la fonction de l'exposition. La confrontation des cubes métalliques de Judd avec la sérigraphie d'Andy Warhol dans le musée de Bâle frappe Zaug autant que les jeunes architectes. Or, cette image semble ressurgir 20 ans plus tard dans la bibliothèque de l'université d'Eberswalde. Cette fois, cependant, les cubes et les sérigraphies semblent avoir fusionné, si l'on veut. Certes, Herzog et de Meuron admirent la merveilleuse beauté des sculptures de Judd. Ils apprécient, comme ils disent, le look de ces sculptures. On a aussi une pièce majeure de Judd dans l'exposition pour ça. C'est-à-dire la forme de la surface, le choix des techniques et des matériaux spécifiques, ainsi que la fascination de Judd pour le travail bien fait. Mais ils ne veulent pas passer pour des représentants d'une architecture soi-disant minimaliste. Je cite, « En fait, l'abstraction et la réduction ne sont absolument pas notre sujet. »
et ils ne peuvent en aucun cas s'identifier à la conception formaliste de l'architecture de Judd, pour qui l'art et l'architecture faisaient partie d'un système esthétique englobant tout. Je cite encore une fois, Judd crée un univers homogène. C'est là une pensée totalitaire ancienne. Il s'imaginait que ces sculptures pouvaient s'adapter à tout ou que l'art propose des solutions universelles. Pensée naïve, le Bauhaus c'était hier. Fin de citation. Pour Herzog et de Meuron, ni Beuys ni Judd ne sont donc des modèles stylistiques. Parmi leurs nombreuses collaborations avec des artistes, celle avec le peintre suisse Helmut Federle, par exemple, ne durera que très peu de temps. On a aussi une peinture de Federle dans l'exposition pour rappeler cette collaboration au début de leur carrière. Par contre, la collaboration avec un autre artiste suisse, Rémi Zauck, dure depuis plus de 20 ans. Zauck, en fait, est si souvent dans l'atelier des artistes et des architectes que l'on appelle parfois le 5e partenaire de l'agence. Je dois admettre que, personnellement, je ne comprends toujours pas comment cette collaboration fonctionne. Selon des critères formels, rien ne paraît réunir les deux positions. Zauck se considère comme un peintre. Ses sujets sont, pour simplifier, les questions de perception, la relation entre le langage et la peinture et le fonctionnement de l'art dans l'espace, notamment dans la situation d'une exposition. Mon hypothèse est que Zauck avait, au début de leur carrière, une fonction de maître pour ces jeunes architectes et il est toujours une figure clé du monde de l'art bâlois. Il occupe une position singulière parce qu'il écrit beaucoup et il s'engage à réaliser des expositions, comme par exemple l'exposition Alberto Giacometti au Musée d'art moderne de la ville de Paris au début des années 90. Il paraît que la collaboration se déroule surtout au niveau de conception. Zauck fonctionne comme une espèce de critique indépendant. Mais c'est lui-même qui a lancé la collaboration quand on lui a demandé de concevoir un plan directeur pour l'université de Dijon. Il a fait appel à Herzog et de Meuron. Parmi les autres projets, il faut noter un centre de recherche pharmaceutique de Roche à Bâle, où Zauck était chargé de toute la décoration colorée, et les 5 cours à Munich. Zauck a aussi demandé à l'agence de construire son atelier à Mulhouse, où il travaille, c'est une vingtaine de minutes de la ville de Bâle. La collaboration la plus importante est, à mon avis, l'exposition conçue pour le Centre Georges Pompidou à Paris en 1995. Zauck a transformé l'espace et a créé une atmosphère très lumineuse, presque mystérieuse, qui ne se subordonnait pas au cadre technoïde de Beaubourg. Tous les plans et les dessins étaient exposés sur des tables sous verre. Quelques modèles étaient placés de façon à ce que la hauteur reste la même. Les murs étaient réservés à quelques œuvres de Zauck et de Thomas Ruff. Cette exposition, ou l'exposition tout court, joue un rôle très important dans l'œuvre d'Herzog et de Meuron. Si l'on veut, une exposition d'architecture est une chose paradoxale, aussi compliquée que la présentation de l'art en espace public. Comme notre exposition ici au Centre canadien d'architecture est considérée par Herzog et de Meuron comme la succession de l'exposition de Paris, je peux, entre parenthèses, parler de ma propre expérience. La collaboration s'est déroulée comme un jeu selon des règles avec un échange constant, si bien qu'à la fin, il est impossible de dire qui a exactement fait quoi. Il est cependant très clair que les architectes essayent de profiter des idées de quelqu'un d'extérieur pour, en fin de compte, créer une expérience qu'il serait impossible de créer dans le médium d'une architecture construite. Ils cherchent la confrontation avec ce qu'ils ne connaissent pas pour ainsi faire avancer leur propre architecture. Alors, c'est un véritable champ de test où ils peuvent tester une chose qui ne serait impossible de tester ailleurs que dans le cadre d'une exposition. Et je suis convaincu que cela vaut également pour leur relation à l'art. Ce n'est pas un dialogue entre deux partenaires, mais plutôt un monologue
qui est testé sur un partenaire extrêmement critique et attentif. Parfois, au cours de la préparation de l'exposition, j'avais l'impression d'être comme le technicien de Spielberg qui communique avec le vaisseau spatial. Le vaisseau, bien sûr, écoute la mélodie que le technicien joue, il la copie même, mais à partir de cela, il varie ce thème, il le transforme, le module pour créer quelque chose de nouveau. Quand Herzog et de Meuron furent choisis pour représenter la Suisse à la Biennale d'architecture de Venise en 1991, les architectes demandèrent aux artistes Balthasar Burkhardt, Thomas Ruff, Hanna Filiger et la photographe Margarita Krischanitz de prendre des photos de leur bâtiment. Le pavillon suisse ne présentait donc que des photographies. Mais cette exposition servit aussi de test pour déterminer le genre de photos qui convenait le mieux à leur architecture. Ruff avait réalisé électroniquement un grand format, qui est aussi dans notre exposition, qui était un montage de 2 clichés de l'entrepôt Ricola à Laufen, bâtiment construit en 1987. Il ne s'agit donc plus vraiment d'une photographie, mais plutôt d'une image construite. Il faut dire que Ruff n'a jamais été sur place, il n'a donc pas vu ce bâtiment, il se disait pas intéressé de voir l'original, il a demandé aux architectes de demander à un photographe d'architecture d'aller faire quelques clichés, et il les a ensuite montés sur son ordinateur, fait quelques retouches, parce qu'il est impossible de photographier ce bâtiment de cette façon-là. Alors, une image construite, ce qui coïncide avec la position de Herzog et de Meuron en faveur de genres artistiques bien distincts. L'exposition de Venise marque le début de leur collaboration avec Ruff. Et c'est en collaboration avec Ruff qu'ils ont conçu le projet qui est, à mon avis personnel, le plus abouti, notamment la bibliothèque de la Haute École technique de Eberswalde, en Allemagne, à 1 heure au nord de Berlin. Ici, encore une fois, une photo montée par Thomas Ruff, qui est également dans notre exposition. Depuis la fin des années 80, Herzog et de Meuron réfléchissaient à la façon de construire une façade d'image. Ici, un projet pour une église orthodoxe à Zurich qui prévoyait de transférer des icônes, ou plutôt des représentations d'icônes, sur des dalles de marbre pour construire littéralement le bâtiment avec des images. À Saint-Louis, centre sportif à la frontière entre Bâle et la France, ils ont imprimé des images, ou plutôt des motifs, sur des dalles de béton. Ce procédé sera utilisé pour l'entrepôt de la firme suisse de bonbons Ricola à Mulhouse. Herzog et de Meuron ont reproduit sur toutes les façades la photographie d'une plante prise par le photographe allemand Karl Blossfeld au début du siècle. On a aussi des photos de Blossfeld dans l'exposition pour montrer ses racines et cette transition historique. La difficulté consistait notamment à bien choisir la taille de l'image. Trop petite, elle aurait donné l'effet de carrelage. Trop grande, elle devenait une image signature. Ricola Mulhouse a été un très grand succès. Si vous avez eu la possibilité de voir la Biennale d'architecture à Venise qui vient d'ouvrir ses portes, vous avez pu en voir maintes copies de ces photos imprimées sur verre ou imprimées sur béton. Alors c'est en cours de quelques années devenu une véritable école, et c'est une chose qui n'était pas existante à mon savoir avant ces projets. Ce motif de plante reste cependant un ornement, c'est pas vraiment une image. Ici, juste pour illustrer une de ces photos de Karl Blossfeld. Dans le cas de Eberswalde, les architectes ont laissé Ruff choisir les images. Ça, c'est donc, à mon avis, le pas décisif, qu'ils ne choisissent pas eux-mêmes le motif, mais font cette commande à un artiste de choisir les images. Ici, juste une image qui nous a toujours beaucoup plu, c'est l'entrepôt où on a stocké les différentes dalles de béton
imprimé de ces images, aussi une image qui illustre notre problème de représenter le bâtiment réalisé à Eberswalde. C'est à mon avis un des cas où il faut aller sur place, comme chez beaucoup d'œuvres de Herzog de Meuron, qui n'est pas photogénique dans le sens qu'on peut traduire le bâtiment existant. Et ça, c'était aussi à la source de notre idée de ne pas montrer des plans et des photographies documentaires du tout dans notre exposition. Alors, Rouff a choisi parmi son archive personnelle d'images de presse, c'est une archive avec des centaines et des centaines d'images, et les différents sujets qu'il a choisis sont liés à l'architecture, à l'art, à la fonction du bâtiment comme bibliothèque et à la situation politique en Allemagne. L'on découvre par exemple des jeunes filles sur un toit, photo probablement pris dans les années 20. On découvre un avion qui, selon Rouff, représente la tendance à faire de la recherche et à exalter le progrès qui conduit parfois à des curieux extrêmes. C'est un prototype d'un avion qui n'a jamais fonctionné. On voit des personnes qui regardent un train en miniature. Une reproduction de Vénus et Cupidon de Lorenzo Lotto. Ici donc la réalisation sur la façade du bâtiment. Ce Vénus est imprimé sur du verre. L'image est donc visible le soir pour les passants quand la lumière de l'intérieur de la bibliothèque sont allumées. Une nature morte rappelle que l'architecture n'est pas éternelle. Et l'on voit aussi une maison de Walter Gropius, donc emblème de l'architecture Bauhaus, et tout près un portail en ruine, encore une fois quelque chose qui évoque les limites de l'architecture. Deux motifs ont pour thème la séparation et la réunification de l'Allemagne. On voit le moment de la construction du mur à Berlin en 1961 et le moment de la fête devant le bâtiment du Reichstag en 1989 après la réunification. Et encore, il faut se rappeler que Eberswalde est situé sur le terrain de l'ancien RDA, donc une heure au nord de Berlin, est une ville qui a vécu toute cette histoire de très très près. On voit aussi Alexander von Humboldt, père fondateur du système éducatif et universitaire de l'Allemagne. Et on voit cet insecte qui rappelle qu'à côté de cette bibliothèque se trouvait l'Institut allemand d'entomologie, autrefois situé à Berlin, chef de file dans la recherche sur les insectes. Ce centre a déménagé à Eberswalde et a ensuite périclité au cours du XXe siècle. Presque aucune de ces collections n'a survécu aujourd'hui. Si Rouff a pu choisir le corpus d'images, l'organisation, la taille, la technique ont été décidées par les architectes. Les images se répètent horizontalement sur la façade et créent l'impression d'un film. Les architectes avaient peut-être en tête le film Empire de Andy Warhol, qui représente l'Empire State Building du coucher du soleil à l'aube. Mais cette référence iconographique est en équilibre avec les références à l'entourage de ce bâtiment. Il ne pourrait pas être n'importe où. Donc j'ai fait le tour de ce bâtiment et j'ai commencé à découvrir de plus en plus de liaisons qui me paraissaient importantes et qui sont impossibles à savoir si on n'est pas sur place. Et ça, c'est la vue d'ensemble. L'entourage donc, de ce bâtiment est important. Il ne pourrait pas être n'importe où. Il est situé près du centre-ville, resté vide après avoir presque entièrement détruit pendant la guerre. Ici, dans cette ville de Eberswalde, se trouvait le berceau de l'industrie sidérurgique allemande. Se trouvait, comme je dis, la plus importante collection d'insectes du monde. Et ici furent, après la guerre, érigés des bâtiments préfabriqués. Où a-t-on vu un geste si respectueux de l'architecture de l'ancien RDA et de cette tradition de l'art en espace public? Le bâtiment n'articule pas l'espace physique, il produit des images d'un espace historique et narratif. Eberswalde
à mon avis, est un exemple pour la complexité de la relation entre l'art et l'architecture. C'est de l'architecture, évidemment, et non pas de l'art, mais sans Rouff, ce résultat aurait été impossible. En même temps, Rouff avait une tâche précisément délimitée et il m'a dit qu'il n'avait aucune idée comment Herzog et de Meuron travaillaient. Je viens à la conclusion. Herzog et de Meuron ne sont pas des partisans de McLuhan. Ils ne suivent pas le culte de l'information ni celui de la transparence. Ils préfèrent l'opacité. Au lieu de la profondeur, ils valorisent la surface. Au lieu de l'autoréférentialité, ils s'intéressent au contexte. Ce qui se passe derrière le mur de la bibliothèque ne peut pas être défini et figé. Le flux des images qui est produit par les étudiants paraît se matérialiser sur la façade. La bibliothèque d'Eberswald ne produit pas de sens en réfléchissant des médias architecturaux spécifiques. Elle ne s'intéresse pas aux qualités anthropomorphes de l'espace, de l'échelle, de la tectonique. Les images ne sont pas des tatouages, comme beaucoup de critiques le croient, car le bâtiment n'est pas un corps entouré d'une peau. Ce sont plutôt des projections sur un écran où la réalité et la fiction, l'imagination et le matériau concret se rencontrent. L'architecture raconte quelque chose que ni l'art ni la littérature ne peuvent dire, au moins pas en ce moment. Herzog et de Meuron arrivent à rendre l'architecture parlante, non pas par des citations et des typologies, non pas en imitant ou en absorbant l'art, mais en le rencontrant. Leur bâtiment semble exister pour produire ce moment mystérieux où le matériau se transforme en signification. Quand j'ai visité Eberswald il y a 3 ans, en hiver 99, j'ai vu des enfants qui suivaient du doigt les images sur la façade. Évidemment, ils ont arrêté quand j'ai pris ma caméra. Je suis retourné avec mes étudiants 1 an plus tard et de nouveau, ils lisaient la façade avec les doigts. Les images ne fonctionnent pas comme des médias qui élargissent les sens, mais comme quelque chose d'énigmatique qui provoque leur curiosité. Ils ne se demandent pas qu'est-ce que c'est l'art ou qu'est-ce que c'est l'architecture, mais plutôt où sont-ils, que disent-ils, à qui sont-ils adressés et combien de temps durent-ils. Merci. Pour plus d'informations au sujet de cette édition ou de tout autre programme du CCA, consultez le site cca.qc.ca. Close Encounters, Herzog et de Meuron en collaboration avec les artistes. Présenté par le commissaire de l'exposition lui-même,